Je ne crois pas. Je crois que c'est tout simplement sa propre dynamique qui a créé cette force. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire là tout à coup sur Constantin, mais ça me reviendra. Ça reviendra. Qui a créé donc Constantinople reçoit son nom de Constantin. Voilà. Et l'Empire est divisé en deux, l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, et celui d'Orient va durer 1000 ans. Alors, celui d'Orient. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc c'était l'Empire romain d'Orient. Et les Turcs appelaient ces habitants qui étaient là bien avant les Turcs, n'est-ce pas, qui étaient antérieurs, qui étaient grecs. Ils les appelaient Roum, c'est-à-dire les Romains. Et quand j'étais encore enfant, à Istanbul, c'est-à-dire jusqu'aux années 50, les Grecs de Turquie, qui étaient encore très nombreux, disaient, si vous voulez demander à quelqu'un est-ce que tu parles grec, aujourd'hui il dirait Milas Hellenika, et à l'époque il disait Xevris, ce qui est du grec à la turque, Romeika. Et donc les Turcs appelaient ces gens romains, alors qu'en fait c'était des Grecs. Oui. Dans certains pays arabes aussi, on appelle encore les chrétiens les Roumis. Ça existe. Alors, on a parlé un peu. Aujourd'hui, on va à Istanbul. Où est-ce qu'on peut retrouver des restes de Byzance? Ah bah oui, à l'hôtel Hilton, évidemment. Ah, écoutez, je pense que ce qu'il faut quand même chercher, c'est... je ne suis pas sûr qu'il faut remonter à Byzance. Hein. Il ne reste pas grand-chose. C'est Constantinople. C'est à la fois... Justement, je parlais tout à l'heure de Sinan. Évidemment, c'est un personnage central. Il a construit un très grand nombre de mosquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme, qui est devenu très croyant, très croyant musulman, à la fin de sa vie, il a construit une église à la mémoire de sa mère. Et l'obsession de Sinan, c'était d'égaler Sainte Sophie. C'était son obsession. Si bien qu'aujourd'hui, vous me dites qu'est-ce qu'on fait quand on va à Constantinople? Évidemment, on va voir Sainte Sophie. Si par miracle l'église de Carrier est ouverte, alors il faut aller voir ce que personnellement je considère comme la plus belle œuvre de représentation faite de main d'homme depuis que le monde existe, et qui est la fresque dans l'abside de l'église du Saint-Sauveur, et qui décrit Jésus extirpant Adam et Ève des enfers. C'est la résurrection. Et c'est une fresque, on ne sait pas de qui elle est, elle date à peu près de la même époque que les fresques de Giotto. Personnellement, je la trouve au-dessus de tout. Alors il faut aller voir ces deux lieux, mais également un grand nombre d'autres mosquées. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que toutes ces mosquées ont été conçues sur le modèle d'une église chrétienne. C'est extraordinaire, mais c'est ça. Ces mosquées sont parties de l'obsession de Sinan de faire mieux, de faire plus beau, plus grand que Sainte Sophie, qui à l'époque avait déjà la bagatelle de 1000 ans d'âge. Sur l'attrait d'Istanbul auprès des écrivains, notamment européens, des peintres, il y a eu un grand attrait d'Istanbul. Oui, c'est vrai, il y a eu un grand attrait. C'était souvent aussi l'occasion d'écrire des textes
très charmant, très exotique. J'en cite un certain nombre. C'est vrai qu'en venant d'Europe, on trouve l'Orient, on le découvre, un Orient visible, encore assez confortable. Et puis, donc, il y a beaucoup de grands écrivains, Lamartine, Chateaubriand, etc., qui ont écrit sur Constantinople. Et puis, il y a un écrivain qui se distingue du reste et qui décrit la vraie Constantinople. Cette vraie Constantinople, et en particulier la partie pas européenne, enfin, de toute façon, Constantinople était longtemps exclusivement en Europe, mais la rive gauche de la Corne d'Or, qui est la partie européenne, non pas parce qu'elle est située en Europe, la rive droite est située en Europe également, mais parce que là habitaient les Européens, les Génois, les Vénitiens, les Russes, il y avait aussi des quartiers juifs là-bas, des quartiers grecs, et Paul Morand, pour le citer, décrit une Constantinople dans toute sa réalité trouble, un peu poisseuse, un peu sulfureuse, qui a marqué cette région de la ville, et qui évidemment, ça n'est plus du tout le cas, mais qui fait ressortir un mystère. C'est dans cette partie de la ville qu'a grandi un personnage dont je parle longuement ici, qui était Basil Zakharov. Basil Zakharov a été pris comme modèle pour un des personnages de Tintin. C'était le plus grand marchand d'armes du XXe siècle. Et il a grandi à 10 ou 11 ans. Il allait prendre par la main les marins qui arrivaient au port de Galata, et il les amenait dans les bordels pour qu'ils lui donnent une pièce, ou que les prostituées lui donnent une pièce. Paul Morand a vraiment touché le cœur de ce qu'était la vraie Constantinople au début du XXe siècle. Les autres ont décrit des choses magnifiques, très jolies, c'est vrai que c'est tout à fait charmant, les rives du Bosphore, les îles des Princes, etc. Comme vous me demandiez tout à l'heure, ce qu'il faut voir à Constantinople, évidemment, je pense aux mosquées, je pense à Sainte-Sophie, il y a mille et une choses à voir, mais il y a aussi quelque chose à faire, c'est se balader dans les rues. Se sustenter auprès des vendeurs ambulants. Sans oublier le Grand Bazar. Ah oui, alors le Grand Bazar, c'est un must. Il est évidemment aujourd'hui plus bazar qu'autre chose. Il y a beaucoup de produits qui sont des produits modernes, mais enfin, par son ampleur, par ses ruelles, par le nombre de boutiques, il donne une idée de l'importance qu'il pouvait avoir. Et puis il y a quand même des restes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un empire extrêmement organisé. Il y a des restes, des séquelles de ce qu'il était. Il fut un temps, c'est-à-dire qu'il regroupait, il était situé à côté du palais, du grand palais de Topkapi, et c'était aussi une façon pour l'administration de contrôler les affaires et les impôts et de regrouper les professions. Alors on voit encore, c'est écrit en turc, les rues des fabricants de sabres, les rues des fabricants de pantoufles. Les pantoufles étaient un élément, un accessoire très très important, parce que les femmes restaient largement à l'intérieur, en particulier les épouses des élites restaient largement à l'intérieur de leur palais, et donc les pantoufles étaient un accessoire très important et très soigné. Donc on retrouve encore un peu de l'histoire. Bien sûr, ce qui est proposé n'est pas toujours, disons, d'une grande authenticité. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Et dans le palais de Topkapi, qui est devenu un musée, il y a des choses magnifiques à découvrir.
Alors, dans le palais Sauf le de tombeau d'Alexandre, moi je pensais que c'était le vrai tombeau d'Alexandre, c'est pas vrai. Non, mais il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que ce qui est très intéressant de voir à Topkapi, c'est évidemment, il y a des collections, des collections de bijoux, des collections d'habits très intéressantes et très brillantes. C'est intéressant aussi de visiter, en quelque sorte, l'urbanisme de Topkapi. Parce que l'on voit, disons, en opposition avec un autre palais qui est très prisé par les touristes et qui est le palais de Dolmabahce, qui est sur l'autre rive. Le palais de Topkapi a été construit à mesure, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sa construction, il est très étendu, et sa construction a suivi les besoins du sultan et de son administration et de son harem. Et donc il s'est construit au fil des siècles, sans vraiment un plan, un master plan, mais il a suivi ce concept qui, à mon sens, il fallait définir d'un mot l'empire. J'utiliserai l'adjectif pragmatique. L'empire était pragmatique dans toutes ses activités, tant qu'il était un empire guerrier, c'est-à-dire tant qu'il était fidèle à sa mission première, qui était la conquête. À partir du moment où l'empire a commencé, les sultans, le peuple le même, à partir du moment où les sultans ont commencé à préférer le plaisir à la guerre, c'était le début de la fin. Et l'une des manifestations les plus emblématiques de cette dérive, c'est précisément le palais de Dolmabahce. Le palais de Dolmabahce a été construit sur un remblai, pris sur le Bosphore. On voit déjà la grande faiblesse mentale de celui d'Abdülmecid qui a voulu construire ce palais-là. Alors je comprends le brave homme qui ne voulait plus vivre sur la rive droite, donc dans la partie ancienne, historique de Constantinople. Il y avait beaucoup de monde, il y avait tout le temps des incendies ravageurs, parce que pratiquement toutes les maisons étaient de bois. Il y avait des épidémies l'une après l'autre, et évidemment, il s'est construit ce palais sur un remblai du Bosphore, sans penser qu'à partir du moment où le palais est en bordure d'un fleuve, eh ben, il devient une cible extrêmement facile à atteindre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les 5 ans après son début. Il s'est fait remplacer, éjecté par un autre sultan qui a conquis le palais par le Bosphore. Il suffisait vraiment de faire 3 pas et il y était. Ce palais de Dolmabahce a été construit. Disons, si on veut être gentil, on dirait que son style est éclectique. Parce que, au fond, ce palais a été construit à la fois pour son confort, parce qu'il était loin de la rive droite, voilà, et il a été aussi construit dans le souci d'impressionner les puissances européennes dont l'Empire était de plus en plus dépendant. Et ce qu'il y a, donc personnellement, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de compliments sur ce palais, parce que c'est vrai qu'il impressionne, hein, avec ses 7 portes gigantesques rococo. Personnellement, je ne l'aime pas, parce que précisément, il est l'incarnation d'un empire qui, en quelque sorte, commence à jouer le rôle de ses propres adversaires. Il commence à abandonner
sa propre personnalité. Ce qu'il y a de tout à fait piquant, c'est que pendant des siècles, l'Europe parlait de l'Empire en disant la sublime porte. La sublime porte, c'était la porte qui menait aux appartements du grand vizir et qui était à Topkapi. Mais disons que plastiquement, c'était une porte assez simple. Alors que Dolmabahce a 7 portes absolument monumentales qui n'en finissent pas. Mais on ne disait jamais la porte de Dolmabahce, on disait la sublime porte. C'était la marque de la fin de l'Empire. Et ça, c'était aux alentours de 1850. Et puis, voilà, 50 ans plus tard, c'était déjà la fin. Alors, dans ce dictionnaire amoureux d'Istanbul, il y a un côté gastronomique très important, on ne peut pas passer à côté. Oui. Enfin, il y a beaucoup de références avec la cuisine turque. Je ne peux pas imaginer qu'on passe à côté de la cuisine quand on va à Istanbul. Ce serait vraiment un voyage raté. Bien sûr, la cuisine faisait partie de... C'est une cuisine qui est extrêmement raffinée et ça faisait partie de l'art de vivre et de la civilisation. On a tendance souvent à confondre culture et civilisation. On ne peut pas dire que l'Empire était, disons, marqué par sa culture. Il importait les cultures. Mais on peut dire qu'il avait une civilisation. Et cette civilisation se retrouve effectivement dans l'art de vivre, l'art de prendre son temps. En turc, il y a une expression qui dit « keyf », c'est intraduisible, mais c'est voilà, la façon de saisir l'instant, tout s'arrête et on flotte dans le bonheur avec un café, ou avec une confiture, ou avec un narguilé, mais on n'est pas dérangeable à cet instant-là. Voilà, puis évidemment, il y avait aussi, à l'époque, et pendant très longtemps en Turquie, la possibilité d'avoir beaucoup de personnel, et la cuisine turque nécessite du temps. Donc voilà, c'était je dirais, une des dimensions marquantes de cette civilisation que de savoir recevoir et de savoir apprêter, d'aimer, qui aujourd'hui encore reste une grande finesse. Est-ce que le califat a eu une importance dans le développement d'Istanbul? Alors, dans le développement d'Istanbul, je ne sais pas. Mais c'est difficile. Vous parlez d'Istanbul ou Istanbul. Le califat a été supprimé au moment de Atatürk, exactement. Écoutez, je peux vous répondre latéralement. Il y avait les sultans. Donc les sultans étaient tous, plus ou moins, mais plutôt plus que moins, de sang chrétien. Et entourés de leur mère, qui était chrétienne. Voilà, il y avait les grands vizirs. Le deuxième personnage de l'Empire, c'était le grand vizir. Et le grand vizir, sur à peu près 25 grands vizirs de l'Empire, de l'histoire de l'Empire, il y en avait 19 ou 20, je crois, qui étaient d'origine chrétienne. Donc, disons, la fidélité à l'islam suivait des règles très précises, mais en même temps, il y avait un esprit d'ouverture que je ne retrouve pas nécessairement aujourd'hui. Alors, juste pour parler un peu de sport, hein, parce qu'ici on ne parle que de foot, Galatasaray, la plus grande équipe d'Istanbul, a quand même un nom celte. Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, la plus grande équipe, c'est Beşiktaş. Et
Jusqu'à maintenant, c'est bien entendu, mais... Moi, je parlais de Galatasaray à cause de la référence aux Galates et aux Celtes. Oui, non, mais c'est Beşiktaş. C'est péché. Bon. Mesdames, Messieurs, il nous reste quelques minutes, bien entendu, avant que Monsieur Arditi aille dédicacer son livre en face pour des questions. Monsieur. Alors, bonjour, merci Arditi de nous avoir été pour moi. Je voulais vous demander le futur d'Istanbul, comment vous le voyez avec son président Erdogan, la chute de la libre turque, les 2 millions de réfugiés syriens qu'il a accepté, 4 millions, donc je sais pas quoi, 4 millions, et le danger de Poutine. Comment vous voyez ça dans un futur Aux dernières nouvelles, Poutine n'envie pas d'envahir la Turquie. D'accord, non, mais est-ce que... Je vais compris votre question. Un allié d'Europe, comment vous voyez son rôle principal? D'Erdogan. Oui. Là, on s'éloigne un peu d'Istanbul. On est sur Erdogan. C'est la Turquie. Oui. Istanbul, on a vu d'autres. Vraiment. Et de plus coriace. Et il est toujours là. J'ai bien compris, c'est Joker. Joker. Sur la question, Joker. Oui, monsieur. Non, pas Joker. Non, Istanbul est toujours là. Voilà. Oui. Je t'en prie, oui, je vous écoute. Causer l'ougri. Est-ce qu'on peut affirmer symboliquement que la religion Musulmane, non, l'autre chrétienne, orthodoxe. vous savez, quand il y a eu un schisme entre Les orthodoxes, oui. est-ce qu'on peut affirmer que les orthodoxes ont pris naissance en Turquie? En Terre Sainte. Mais oui, en Terre Sainte, bien sûr. Les évangiles ont été écrits en grec. Oui, oui, bien sûr. Non, pas en Turquie. À l'époque, écoutez, on a commencé, sauf erreur de ma part, on a commencé à parler de chrétiens orthodoxes, romains, etc., à partir du concile de Florence, en 1436. L'orthodoxie, pardon si je brusque quelques idées reçues, mais enfin, pour moi,